Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui sur le stand de la ferme digitale pour lancer la démarche Plus 1 agriculture portée par Veolia. Comme vous le savez tous, l'agriculture fait face à de nombreux enjeux autour de l'eau, autour de l'énergie, autour de la matière. Et pour accompagner cette transition, il est plus que nécessaire de travailler ensemble. Et c'est aujourd'hui pour ça qu'on est là, pour ouvrir le dialogue et les différentes coopérations pour passer à l'échelle. Donc je vais maintenant laisser la parole à Sébastien et très bonne discussion. Merci Romane, bienvenue à ce débat organisé par Veolia. Vous savez que l'agriculture elle est à la convergence de plein de sujets contemporains et évidemment aussi au cœur des activités que Veolia développe dans son activité historique. L'eau, l'énergie, la gestion des déchets, l'écologie circulaire, on va en parler pendant toute cette séquence. On sait qu'on a un défi de production, on a un défi aussi de préservation, ça va sans dire quand on parle d'agriculture, d'adaptation. Et puis il faut régénérer beaucoup de choses, à la fois les sols, on va parler de l'importance des terres arables et des sols, de leur qualité, mais régénérer aussi de l'enthousiasme quand on parle de cette agriculture et de cette agriculture durable, avec des solutions concrètes aujourd'hui qu'il faut déployer à grande échelle. La question, c'est pas est-ce qu'on doit transformer en fait les systèmes aujourd'hui, c'est comment concrétiser, comment accélérer, comment prioriser sur ces démarches. On sait que Veolia très engagé, donc je l'ai dit, sur l'eau, l'énergie, gestion des déchets. Ce qu'on sait moins, c'est que Veolia Agriculture est un élément important de l'activité de cette entreprise mondiale qui fait rayonner quand même la France partout sur la planète et sur de nombreux secteurs contemporains et stratégiques. Et on va voir ce matin pourquoi Veolia lance cette démarche Plus 1 sur cette écologie en action tournée autour de l'innovation collective. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec un panel de stars, et vous verrez qu'on aura des propos sur des solutions concrètes, et je présenterai nos invités. Je laisse tout de suite la parole à Jean-François Nogrette, le directeur de Veolia France, pour nous expliquer pourquoi Veolia, pour la première fois dans l'histoire de ce salon de l'agriculture, est présent cette année. Merci Jean-François. Merci Sébastien. Et merci à tous et à toutes d'être là. Vous êtes très nombreux. Voilà, donc Sébastien l'a dit, Veolia, on est plutôt identifié dans l'eau, les déchets, l'énergie. Mais ça fait 50 ans que notre activité avec le monde agricole existe. Et aujourd'hui, en France, on est le premier producteur de compost, on est le premier producteur de fertilisants organiques, et au bénéfice de 2 millions d'hectares. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au fond, c'est pas miraculeux, ça ressemble vraiment à ce que fait l'agriculteur sur ses parcelles. On reprend le déchet organique qui vient soit des boues, soit du déchet vert, soit de l'industrie agroalimentaire, et on en fait un fertilisant organique pour la fertilité des sols. Ça fait 50 ans qu'on fait ça, et on a l'ambition aussi, évidemment, de développer la réutilisation des eaux usées traitées, telles qu'on peut le faire en Espagne, en Amérique latine ou dans d'autres pays au Moyen-Orient. En France, c'est encore modeste, mais ça va arriver, et on sera positionné pour accompagner le monde agricole dans cette activité. Alors aujourd'hui, on lance la démarche Plus 1. Alors la démarche Plus 1, elle est importante dans notre schéma d'économie circulaire, comme on aime l'appeler. Finalement, on met autour de la table des représentants, bien sûr, de l'agriculture eux-mêmes, les représentants du monde civil, des experts environnementaux, et puis des investisseurs, parce qu'il faut avoir accès aux capitaux, et les employés de Veolia. Alors pourquoi on fait ça? Et on le fait dans différents domaines. Au fond, cette démarche Plus 1, elle dit quoi? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps face au changement climatique, on n'a pas le temps d'avoir toutes les stratégies compte tenu des capitaux qu'on a. On n'a pas le temps d'avoir toutes les stratégies pour la même biomasse. On n'a pas le temps d'avoir toutes les stratégies pour l'eau qui viendra à manquer à certains moments, même si on a vécu les inondations. Et donc, notre enjeu, c'est finalement ne pas faire semblant que tout le monde est d'accord pour faire les stratégies de tout le monde, et finalement regarder en face les contradictions, les paradoxes qu'on doit avoir pour accompagner le monde agricole face à ces défis, qui soient économiques au niveau de l'exploitation, environnementaux et bien sûr sur la fertilité du sol. Donc c'est aujourd'hui, c'est le lancement de cette démarche. Il y aura plusieurs dizaines de personnes à chaque fois. Il y aura
3 séances de cette démarche plus 1 où en fait on va confronter des points de vue et essayer de regarder en face les désaccords des uns des autres de façon à pouvoir avancer. C'est une démarche importante et qui fonctionne sur beaucoup de nos boucles d'économie circulaire. Cette démarche elle va être parrainée par Marc-André Sellos. Voilà. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il a tenu à nous laisser un message et je lui laisse la parole tout de suite. Il est faux de penser que l'agriculture est faite pour nourrir l'humanité. Bien sûr, c'est une de ses fonctions, mais il y en a bien d'autres. L'agriculture, en gérant les sols, elle peut stocker du carbone. Et ce stockage du carbone dans les sols, c'est quelque chose qui est bon pour le climat. L'agriculture fait le climat. On le défait si, au contraire, la gestion des sols déstocke du carbone. L'agriculture, elle fait la qualité de l'eau, car l'agriculture, c'est 50% de la surface du territoire français. C'est là que tombe l'eau. Et c'est là que l'eau est filtrée ou pas, polluée ou pas. C'est là que, effectivement, on prépare l'eau que nous buvons. Ensuite, ça fait aussi la qualité de l'air, ça fait la qualité du paysage. Et bien sûr, ça fait et ça doit faire l'alimentation humaine. Au fond, la santé des sols, c'est la santé des hommes. Et une agriculture multifonctionnelle, c'est vraiment la perspective de l'avenir. Aujourd'hui, nous avons clairement des outils sous la table dont il faut s'emparer. Ce sont assez généralement les outils de l'agroécologie qui recommandent de nouvelles méthodes basées sur le vivant. Et d'ailleurs, un des organismes vivants qui est dans le périmètre de l'agriculture et qui peut amener des solutions, c'est nous. C'est nous avec nos ordures, avec nos déchets qui contiennent de l'azote et du phosphate, voire de l'eau, et qui sont donc potentiellement des fertilisants. Des fertilisants éventuellement moins coûteux pour les agriculteurs et que de toute façon, nous devons gérer. 100 à 150 kg d'ordures ménagères par personne et par an, c'est de la matière organique, de l'azote et du phosphate pour les champs. Chaque jour dans l'urine, chacun d'entre nous produit 11 grammes d'azote et 0,7 grammes de phosphore. Ça aussi, ça peut très bien retourner dans les champs. Si on trie ces déchets-là, on a une perspective très intéressante pour aider l'agriculture de demain et recycler finalement des choses qui ne sont pas que des déchets, mais éventuellement des ressources. C'est important pour moi de parrainer ce collectif Plus 1 Agriculture, parce que ce que je vois, c'est des gens réunis autour de solutions. Et ça, j'y crois profondément. L'agriculture est une pure solution à tous les problèmes auxquels est confrontée l'humanité. C'était donc le message de Marc-André Sellos, que certains d'entre vous connaissent assurément, lisent, parrain de cette initiative, donc Veolia Plus 1, dont on va parler. La table ronde aujourd'hui, on a un parterre contrasté, on a des profils différents, on a des profils surtout de personnes engagées qui tiennent justement à s'inscrire dans des démarches de solutions et en même temps qui sont dans cette intelligence collective, cette innovation circulaire, parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes complexes, on a besoin de rassembler, de fédérer des forces, fédérer des enthousiasmes pour transformer et puis accélérer là-dessus. Nous avons Julien de Normandie, nous avons Nathalie Boyer, Paul-Antoine Seb, Éric Frétillère, Thierry Caquet. Vous avez leurs fonctions à l'écran, vous les connaissez. Je gagne du temps. Nous allons directement sur le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est d'abord une consigne technique pour mes intervenants à la table ronde. C'est qu'au Salon de l'Agriculture, il faut être concis. Ça, c'est parce qu'on n'a qu'une heure et on ne pourra pas tout dire. Et donc, priorisez vos propos. Et la deuxième recommandation que je me permets de faire, c'est que vous pouvez parler fort, parce qu'au Salon de l'Agriculture, il faut se faire entendre, et que pour l'instant, ça va, il n'y a pas de fanfare qui nous entoure. Mais si ça arrive, il n'y a pas de solution. Et là, pour le coup, je compte sur votre capacité pulmonaire pour mettre plus de propos à la portée de l'ensemble des participants. Et vous êtes nombreux dans la salle. Merci, on aura un temps de questions. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Veolia Plus 1, cette question en effet absolument centrale d'accélérer sur les transitions. Question centrale, mais je voudrais vous entendre chacun rapidement, très rapidement, sur ces transitions. Ça fait quand même un moment qu'on en parle. Alors, ma question très simple, ça va donner un peu la température de la table ronde. Est-ce qu'en fait, nous devons accélérer parce qu'on sait ce qu'il faut faire, ou au contraire, on doit mieux travailler ensemble pour mieux faire et être capable de concrétiser et délivrer sur les sujets qu'on décide. Paul-Antoine, veux-tu bien commencer ? Alors oui, merci. Je ne vois pas pourquoi tu dis au contraire. Je pense qu'il faut faire les deux. En tout cas, moi, je pense clairement qu'il faut agir. Mais il faut aussi sortir de ce, comment dirais-je,
microcosme agricolo-agricole, il faut aussi qu'on embarque l'ensemble de la population. Hier, tu as animé quelque chose, tu as parlé de la relation avec les non-agriculteurs. Le salon, c'est l'occasion aussi, et c'est pour ça qu'on lance cette démarche plus 1 aujourd'hui au salon. Et l'objectif, Jean-François l'a dit aussi, c'est de réunir toutes les parties prenantes. Donc, il faut agir, il faut embarquer tout le monde. Les solutions, elles existent. Il y a peut-être des solutions qu'on doit réduire et de nouvelles solutions qu'on doit mettre en œuvre. C'est l'objectif de ce plus 1, de réfléchir à tout ça et d'embarquer tout le monde. Merci Paul-Antoine, on va venir sur les solutions. Nathalie, on accélère ou on fait mieux tous ensemble ? On accélère évidemment, on a quelques chiffres. La transition agroécologique a atteint en 2024 36,9%. Si on regarde les objectifs politiques à l'horizon 2030, on devrait être à 70%. Donc oui, c'est 2 fois plus lent que prévu, même si évidemment la situation économique impacte le prix des intrants, que ce soit les engrais, l'énergie, les débouchés économiques, les aléas climatiques, mais il y a des solutions. Est-ce qu'on parle tout de suite de solutions ou on... Ah non, j'ai posé une question-réponse courte. Donc, Merci de rester concentré sur le minuteur. 2 fois trop lent, donc il faut y aller. On va venir sur les solutions. Eric, on accélère, on fait mieux ensemble ? Alors on fait les deux, mais un petit bémol quand même. Une exploitation agricole, si je devais donner une image, c'est pas un petit voilier où on met un coup de barre à droite et on va à droite, on va à gauche. C'est un gros paquebot, une exploitation agricole, et il y a une inertie importante. Et il ne faut pas laisser le monde agricole sans solution. Donc on avance ensemble, mais il va falloir un certain temps quand même. Et le deuxième élément que je voulais apporter, c'est il faut qu'on travaille ensemble, la société civile et le monde agricole, pour avancer ensemble dans la même direction. Merci. Thierry, rapidement sur ce point. Je ne vais pas détonner dans ce qu'il vient d'être dit. On fait les deux en ayant présent à l'esprit le fait qu'il n'y a pas de trajectoire unique et que nos territoires sont tous différents et qu'il nous faut intégrer la spécificité des territoires et les attentes de la profession agricole, mais aussi de tous les citoyens. Donc c'est vraiment un travail d'équipe qu'il nous faut mener avec nos différences, nos perceptions, et puis convaincre avec finalement une grande ouverture d'esprit de la part de tous les acteurs. Merci. Julien de Normandie, je me permets d'avoir une nuance dans ma question. Est-ce qu'en fait, le grand défi, c'est la gestion de temporalités différentes entre les mondes agricoles, les attentes sociétales, pour accélérer sur ces transitions ? Alors, surtout, moi, je préfère la deuxième question que la première. J'aimais pas trop la première question. Donc, sur la deuxième, oui, à l'évidence, il y a un problème de gestion des temporalités entre un temps long, celui du monde agricole, un temps court, celui de la consommation, celui des investissements, celui de la finance, celui de la rentabilité. Et vous savez, c'est tout le débat qu'on peut avoir entre performance et résilience. Le vivant nous apprend la résilience. La performance, elle est recherchée vraiment sur du court-termisme. Mais pour faire le lien entre tes deux questions, Sébastien, je pense que le plus important, c'est d'externaliser les contraintes, que le monde agricole externalise sa contrainte. C'est pour ça que je n'aimais pas la première question, parce qu'en fait, la grande famille agricole n'a qu'un souhait, c'est d'accélérer les transitions, c'est d'aller plus vite, plus loin et tous ensemble. Le gros sujet, c'est de réussir à externaliser les contraintes. Pourquoi eh bien, il est difficile d'accélérer dans ces transitions. Quelles sont les conditions sur la question de l'eau, sur la question des intrants, sur la question des consommations, etc. Mais songez que si vous demandez à un agriculteur, par exemple sur le bien-être animal, de n'avoir qu'une seule vache dans son élevage, bah, il sait le faire. La question, c'est qu'il ne pourra pas en vivre et qu'on ne pourra pas nourrir ainsi. Et donc, il faut toujours externaliser les contraintes pour comprendre comment aller plus vite. Je sens que mon exemple de la vache a laissé complètement... On va y revenir. Je suis pas sûr que c'était le bon. On va y revenir. Merci de ces éléments introductifs. Vous aurez compris que pour animer un débat, ce qu'il faut, c'est toujours poser des questions qui ne sont pas totalement logiques, ce qui permet à des gens compétents, engagés, de répondre correctement derrière à une demande volontairement imparfaite. 3 temps pour ce débat, diagnostic, dialogue, déploiement. On l'a organisé comme ça. Je démarre un peu sur le diagnostic. On a déjà abordé des choses. Je reviens vers vous, Nathalie. Finalement, économie circulaire, agriculture, ça se croise ou ça se télescope ? Bien sûr que ça se croise, hein, sinon ça ne serait pas aussi actif. Alors ça se croise sur 2 sujets. D'abord, l'agriculture est très dépendante des écosystèmes, très dépendante des ressources naturelles, eau, sol, énergie fossile, encore malheureusement.
mais c'est aussi un secteur émetteur de gaz à effet de serre, hein, c'est le deuxième après le secteur des transports, 20% en moyenne en France. Donc l'économie circulaire propose des pistes de solutions concrètes et impactantes. Alors quelques pistes qui ont déjà été abordées par Marc-André, que je connais bien, et par Jean-François, c'est déjà le cycle de l'eau. Donc la recyclabilité de l'eau est fondamentale pour croiser économie circulaire et agriculture. Donc on va parler sobriété, on va parler réutilisation, on va parler recyclage. Donc évidemment, deuxième sujet de Marc-André, c'est le retour au sol des nutriments, la récupération de ces nutriments dans les effluents d'élevage, dans les résidus organiques, dans les biodéchets, pour limiter les pollutions et pour sécuriser les approvisionnements. Ça, c'est un deuxième sujet de l'économie circulaire. Un des troisièmes sujets, c'est éviter les pertes et les gaspillages. C'est vraiment un sujet fort de l'économie circulaire. Moins de volume à produire, à transformer, à stocker, à transporter. Il y a aussi le sujet d'utiliser des ressources énergétiques et matérielles diversifiées, valoriser les coproduits et les sous-produits. On va parler là d'agromatériaux, on va parler de biométhane, et évidemment changer les modes énergétiques des exploitations pour ne plus avoir cette dépendance aux fossiles. Un sujet sur évidemment les matériaux et les équipements. En économie circulaire, on regarde qu'on n'ait pas trop de plastique, pas trop d'éléments jetables. On parle là des plastiques agricoles. Et le dernier sujet, c'est se réapproprier des sols artificialisés, des friches, des toits, des jardins. L'agriculture peut se reconquérir des territoires. Mais merci Nathalie. Quand j'écoute Nathalie nous expliquer ça, on voit quand même que les mondes agricoles sont très concrets et au cœur de l'écologie circulaire dont on parle. Beaucoup de gens commentent ces sujets mais ne font pas concrètement ce que vous évoquez. Et on voit bien que les agriculteurs sont plutôt au cœur de ces solutions et de ces transitions. On y reviendra. Thierry, la question des sols. Bon, on sait que en agriculture, on a besoin de ressources. Les sols, c'est absolument clé. Ce qu'on a peut-être moins pris comme conscience ces dernières années, c'est que les sols, c'est aussi la santé publique en général, et pas juste la santé des sols. Oui. Et puis derrière, il y a une autre histoire qui démarre. Vous pouvez nous expliquer un peu ça ? Oui, tout à fait. Alors brièvement, parce que j'ai compris que c'était la règle. Donc en fait, on se retrouve au cœur d'une vision qui a émergé sur le devant de la scène, je vais dire publique, avec la crise Covid, qui est la notion que toutes les santé sont liées. Santé de l'environnement, santé animale, santé végétale, santé humaine, c'est le concept One Health qu'on a redécouvert, mais finalement, quand on lit un peu les auteurs anciens, Hippocrate en parlait déjà il y a quelques millénaires. Donc on est dans une logique de dire finalement la santé des sols, elle est indispensable et elle n'est pas bonne, la santé de nos sols. Le bilan de l'Europe, c'est que 60% des sols européens ne sont pas en bonne santé pour différentes raisons, y compris certaines pratiques agricoles anciennes. Et donc, pourquoi c'est important pour nous en tant qu'êtres humains, cette santé des sols ? Déjà pour produire, ça a été dit par Marc-André Sellos, produire une alimentation en quantité, mais aussi en qualité, parce que des sols déficients en nutriments peuvent produire, mais finalement l'alimentation qu'on va consommer va être carencée en certains nutriments. Autre problématique, la pollution de l'environnement. Alors qui peut être une pollution finalement accidentelle, l'apport finalement de produits organiques, des microplastiques. Les microplastiques ou nanoplastiques, il y a 10 ans, 15 ans, personne n'en parlait. Maintenant qu'on sait les détecter, on en trouve partout et ils passent dans la chaîne alimentaire. Donc la contamination des sols, qui est une dégradation de leur santé, peut avoir des impacts sur la qualité de notre alimentation. Et puis quelque chose qu'on n'a pas forcément non plus présent à l'esprit, c'est le fait que les sols peuvent jouer un rôle comme réservoir de pathogènes. Ils peuvent être à l'origine de certaines maladies. Il y a des germes, il y a des virus, des bactéries, des champignons qui vivent dans les sols, qui peuvent être des pathogènes. Et on a un croisement là avec la question des antimicrobiens et la résistance aux antimicrobiens qui peut favoriser l'émergence de pathogènes multirésistants. Donc les sols, finalement, ce n'est pas simplement le support de l'agriculture, ce n'est pas le support des infrastructures, c'est vraiment une pellicule très fine à la surface de la planète. Marc-André Sellos en parlait beaucoup mieux que moi, avec beaucoup plus d'emphase, mais finalement qui met très longtemps à se constituer, à se reconstituer. Et sa santé, elle est vraiment vitale pour notre santé à tous en tant que consommateurs et qu'êtres humains à la surface de la planète. Merci beaucoup Thierry. Et je me tourne vers Julien de Normandie, d'autant que vous venez de publier un livre sur le sujet des sols, le chant du sol, si je ne me trompe pas, qui vient de paraître, c'est tout récent. Ce chant du sol, vous êtes ingénieur agronome, je ne vais pas aller sur ce terrain, mais ce chant du sol et cette importance de la santé des sols,
est-ce que finalement la société a suffisamment pris conscience que quand on parle souveraineté alimentaire, préservation de la planète, les sols c'est vraiment un capital absolument stratégique et qu'en fait si on n'est pas bon sur les sols, on a du mal à être bon sur le reste de cette chaîne de performance alimentaire? Non, je ne le pense pas et c'est ce qu'a dit Marc-André en introduction. Et c'est pour ça que moi j'ai écrit ce livre qui s'appelle donc Le chant du sol. Et j'ai choisi en plus, la littérature c'est un conte, c'est pas du tout un essai. Et pour essayer d'embarquer le plus grand nombre de personnes dans ce que la littérature permet de faire et qui est absolument génial, c'est-à-dire que c'est un conte où tout est faux, mais tous les éléments de l'histoire imaginaire sont vrais. Et donc l'histoire imaginaire, c'est un 22 septembre, une trinité sonore, comme au théâtre, où le sol annonce qu'il se met en grève. Et tout ce qui vient d'être dit par Thierry, en fait, se révèle tout d'un coup dans nos quotidiens. Et on suit 5 personnages vis-à-vis de ce quotidien. On se rend compte que la planète va finir par brûler parce qu'il y a 2 fois plus de carbone dans le sol que dans l'atmosphère, que l'eau n'est plus à disposition parce que sans le sol, ce vieux monsieur, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de source, c'est vraiment le sol qui a permis sa création. Et puis les aliments n'ont plus de goût. Et puis la santé n'est plus là, et c'est notamment cet exemple très frappant. Quand vous prenez une vache salaire des prairies permanentes, elle va avoir un taux, grâce à sa nutrition, la nutrition de la vache, un taux d'oméga 3, d'oméga 6, qui sera conforme à ce dont vous avez besoin pour votre santé. Mais si à l'inverse, parce que le sol ne produit plus, vous importez du tourteau de soja brésilien ou du colza, à ce moment-là, vous allez avoir un taux de ces oméga 3, oméga 6 qui va exploser dans la mauvaise direction pour votre propre santé, ce que disait Thierry un instant. Et en fait, dans notre imaginaire collectif, le sol est un absent de nos pensées. On adore les fleuves, l'eau c'est vivifiant, on adore les arbres, parce que il y a cette sensibilité. Les sols, eux, c'est ce substrat, l'enfer est sous nos pieds, cette inertie, on enterre, etc. Même plus, sur les cartes, le sol est en blanc, la couleur du vide, alors que 60% de la biodiversité est dans nos sols. Et donc, moi, c'est ça que j'ai essayé de redonner dans cette histoire avec ces personnages, dont un jeune agriculteur, dont un scientifique, ça aurait pu être Thierry, il s'avère qu'il s'appelle Monsieur Victor, dont des chefs d'entreprise. Et en fait, comment chacun, on va réagir, on va s'interroger, on va emmener cette réflexion. Mais moi, je suis persuadé que ce personnage qui est au centre de tout, du lion du One Health, il faut lui redonner considération. Et vraiment, ce que disait Marc-André, ceux qui prennent soin du sol, parce qu'ils s'en occupent de plus de la moitié de notre sol, ce sont les agriculteurs, et donc il faut les aider à nous aider. Merci Julien de ce rappel de l'importance du capital foncier. Thierry l'a abordé. Du coup, Éric Frétillard, vous êtes président d'Irrigante France. Vous, votre sujet, c'est l'eau. L'eau, c'est moins important que le sol quand on parle d'agriculture ? Mais non, c'est la base de l'eau. C'est l'élément essentiel, bien entendu. Et vous savez, le monde agricole, il est confronté à 2 enjeux qui sont majeurs. C'est 1, l'adaptation au changement climatique, et 2, la préservation de notre sécurité alimentaire. Et on voit aujourd'hui que ce qu'on ne produit pas en France, on l'importe de pays, et notamment sur le sujet de l'eau, qui ont un accès qui est beaucoup plus contraint que le nôtre. Alors ces enjeux-là, ils sont essentiels parce que, on le sait, on ne produit pas sans eau, il n'y a pas de production sans eau. Et si on regarde et qu'on analyse les prévisions du GIEC par rapport à l'eau, en fait, le volume d'eau, il va rester constant sur Terre, avec des répartitions un petit peu plus au nord de la France, un peu moins au sud. Mais globalement, c'est sa répartition dans le temps et dans l'espace qui est modifiée. Ce qu'on vit aujourd'hui, on a vécu des inondations dans toutes les régions. Aujourd'hui, on a des inondations incroyables. Et cet été, on a de fortes probabilités pour avoir des grandes sécheresses. Et le monde agricole, il a besoin de l'eau quand ? Il a besoin de l'eau au printemps et en été, au moment du développement des cultures, que ce soit l'arboriculture, le maraîchage, l'ensemble des cultures. Vous savez, à Irrigants de France, on fait un constat, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire français qui est concerné par l'irrigation. Au départ, c'était des zones plus le sud-est de la France et le sud-ouest, mais aujourd'hui, la Normandie, les Hauts-de-France, notamment avec la production de pommes de terre, s'intéressent et ont besoin de l'irrigation. Et aussi, c'est l'ensemble des filières, c'est toutes les productions. Donc, la terre, oui, c'est important, certes. Je ne vais pas
mais l'eau est bien plus importante et bien plus essentielle à la production. Merci Oui. Eric. Julien voulait rajouter quelque chose. D'accord. Non, en plus, moi, je me fais l'avocat du diable parce que je suis ingénieur des eaux et forêts. Mais je suis spécialisation forestière. Mais j'ai toujours considéré que la forêt avait fait une OPA sur le sol et que l'eau avait fait une OPA sur le sol. Donc, je cherche pas du tout à les mettre en compétition. Mais redonnons vie au sol parce que sans le sol, encore une fois, il n'y aurait pas d'eau. Vous n'existeriez pas s'il y a Non, 470 c'est pas millions possible. d'années. Si je vous Ne me assure. dites pas ça. On reviendra là-dessus. Paul-Antoine voulait réagir. Non mais je vais vous mettre d'accord, c'est la symbiose de tout ça. Effectivement, un sol en bonne santé, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Vous êtes vous-même agriculteur. Alors je suis agriculteur et je suis même irriguant dans le nord de la France, donc je confirme ce que tu dis, effectivement. C'est une assurance, mais le premier à nous demander l'assurance, c'est les industries agroalimentaires. Moi, Bonduel me dit, si vous voulez faire des petits pois, des épinards, des haricots, pas d'eau, pas de contrat. Donc effectivement, c'est un enjeu colossal pour moi. Et aujourd'hui, on a deux enjeux dans le monde agricole, c'est avoir des sols de bonne santé et avoir une meilleure valorisation de cette eau. On sait que avec les changements climatiques, on aura de plus en plus de sécheresse. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui vont vouloir irriguer. Et la ressource, il faut la partager aussi. Donc chez Veolia, on connaît bien ce sujet du partage de la ressource. Les habitants, les industriels, les centrales nucléaires et l'agriculture. Et quand il y a un arrêté sécheresse, les premiers qui passent au tourniquet, souvent, c'est les agriculteurs. Donc hier, on a présenté une étude qui a été faite par Terram, où on a parlé de la réutilisation des eaux usées traitées. En Espagne, c'est 15%, en Italie, 10%, en Israël, c'est 80%, en France, c'est 1%. Et on a démontré dans cette étude-là que si 10% des eaux usées traitées étaient utilisées, c'est 1 million d'hectares irrigués. Et l'eau, c'est ce qui contribue aussi à la bonne santé des sols au final. Donc il y a cette symbiose qui doit être entretenue. C'est un peu la mission de Veolia, c'est ma mission en tant que patron de Veolia Agriculture, en tant que paysan, de donner un peu de pérennité parce que l'eau c'est une assurance, un sol de bonne qualité c'est du temps long, c'est de la garantie. C'est le patrimoine des paysans le sol. Moi mon but c'est de transmettre un sol en bonne santé avec de l'eau à mes enfants. Et donc c'est un enjeu important dans le renouvellement des générations. Hier, il y avait Philippe Dubief de la GPB qui disait 100% des fermes qui arrosent sont transmises. Ça voulait dire que celles qui n'ont pas forcément d'eau ne sont pas transmises. Et c'est une responsabilité pour nous, Veolia, de contribuer à ça. Merci Paul-Antoine, c'est extrêmement intéressant le chiffre que vous venez de mentionner sur ce sujet aussi de pérenniser une activité agricole dans un contexte climatique, géographique aussi qui évolue. On a fait un point sur le diagnostic, on a vu aussi que Veolia, et j'insiste vraiment sur ce point-là, c'est-à-dire que votre présence pour la première fois au Salon de l'Agriculture, il y a une vingtaine d'ateliers, je crois, organisés tout au long de la semaine, mais en fait vous êtes vraiment ingénieur en fait, entre eau, sol et cette écologie circulaire. Nathalie, vous nous avez parlé en fait, de cette combinaison incessante entre mondes agricoles et écologie, économie circulaire. Par votre expérience, concrètement, qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qu'une expérience collective réussit pour faire de l'écologie circulaire autour de ces questions-là? Si maintenant on avance un peu sur ce dialogue constructif et pas juste se mettre d'accord ou nuancer quelques constats, mais qu'on est sur le comment faire. Alors déjà, il y a le plus 1 au niveau national qui est très efficace. J'ai eu la chance d'en suivre 2, un au niveau groupe et un au niveau de la France. C'est vraiment le côté multi-acteur, innovant, qui est vraiment assez fabuleux en résultat. On a 3 séances, tu as commencé à l'évoquer, où d'abord on s'écoute. On a toujours un keynote inspirant, plus des ateliers collaboratifs. La première fois, on s'écoute pour sortir des postures, pour sortir de ses intérêts propres. Et c'est ce que je trouve passionnant, parce qu'on nous fait jouer, il faut le dire. La méthode est très créative, et je crois que la coopération et la concertation, ça se décrète pas. On a tous été dans des séances autour de grandes tables à ne pas pouvoir se parler. Et là, vraiment, je trouve qu'on partage des moments où l'innovation arrive parce qu'on arrive à se connaître au-delà de ces postures. Évidemment, derrière, il y a toute une partie de priorisation que je trouve capitale parce que ce n'est pas de la priorisation que pour Veolia, c'est la priorisation pour tous les acteurs. Les acteurs, je vous rappelle, c'est partenaires, clients, actionnaires, représentants de la planète et de la société.
Et on finit par l'engagement. L'engagement, c'est évidemment comment toutes ces parties prenantes peuvent prendre ce qu'il y a à prendre de ces plus 1 et le mettre en œuvre. Et là, ça me donne une autre entrée. Alors, moi aussi, je vais essayer de vous réconcilier. Je vais parler de territoire. Et sur les territoires, on trouve du sol, de l'eau et de l'énergie. Et c'est vrai que les démarches, pour qu'elles arrivent à se structurer et à passer en plan d'action, cette partie engagement des plus 1, il faut qu'il soit incarné par les territoires. Et c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur l'ancrage local des entreprises. Et il y a 4 sujets que toute entreprise qui veut travailler avec le monde agricole doit prendre en compte. Elle doit s'ancrer localement. Elle doit voir comment l'entreprise et les territoires se renforcent mutuellement sur le plan économique. Réfléchir, quand on parle de cet axe-là, aux nouveaux modèles économiques, c'est-à-dire pas toujours penser seulement à un peu faire plus propre, un peu moins pollué, mais à réfléchir à l'impact de son business model. Je trouve que c'est capital pour cranter. Le deuxième plan de cet ancrage local, c'est l'ancrage social. C'est voir comment l'entreprise ou l'organisation permet à l'individu de participer à la vie de ce territoire. Est-ce qu'il va y avoir du mécénat pour permettre aux entreprises, aux salariés des entreprises de s'engager localement sur le territoire, sur l'environnement? Ça, c'est un super vecteur aussi. Est-ce qu'il va y avoir une adaptation d'un vivier de compétences, mais qui connaît les sujets environnementaux, les sujets de territoire? Et puis évidemment, il y a la contribution et la responsabilité environnementale. Donc il ne suffit pas là aussi de regarder que son périmètre, mais est-ce qu'on peut participer à la préservation de la biodiversité avec les collectivités locales? On pense aux trames vertes et bleues. Est-ce qu'on peut être conscient de ces impacts positifs ou négatifs? Parce que les impacts peuvent être aussi positifs. Est-ce qu'on peut aussi contribuer à l'aménagement de son territoire? Il y a beaucoup de façons d'agir. Et évidemment, ça ne peut se faire qu'avec une gouvernance partagée, un dialogue avec les parties prenantes incarnées. C'est comme ça qu'on va passer à l'échelle. Merci Nathalie. Alors du coup, ça m'invite à poser une question très concrète à Eric. Parce que on a l'impression quand même que sur eau, agriculture, toute la société française n'est pas forcément convergente dans ce qu'il faudrait faire. On vous a entendu lancer quelques perches. Est-ce que par exemple, si le sujet du recyclage des eaux usées agricoles est bien expliqué, bien traité, même déployé à plus grande échelle demain, Paul-Antoine a insisté sur l'importance de ce sujet, ça peut être un levier pour faire un peu d'apaisement social, territorial? Votre expérience sur cet axe-là? Alors en complément de ce que Nathalie disait aussi. On l'a dit, l'enjeu de l'eau est absolument fondamental pour le monde agricole. Cet enjeu colossal, il n'y aura pas une seule réponse pour pouvoir y répondre. On a besoin de mobiliser la ressource en eau dans son ensemble, mobiliser la ressource en eau lorsqu'on a des excès dans des périodes hivernales et des sécheresses en été. Bien entendu, le stockage fait partie de ces solutions. Mais la problématique de l'eau, c'est avant tout une problématique de territoire. C'est une problématique locale et on doit adapter à chaque territoire. Un agriculteur qui est à côté de la nappe de Bosse, il n'a pas le même fonctionnement qu'un qui est à côté du Rhône ou un autre agriculteur qui est éloigné de tous les cours d'eau. Donc toutes les solutions sont importantes. Le stockage de l'eau, bien entendu, en fait partie. Le transfert dans les aquifères en fait partie. Le rechargement des nappes, toutes les solutions, il va falloir les étudier. Et la réutilisation des eaux usées traitées, bien entendu, fait partie des solutions. Alors, lorsqu'on regarde au niveau international, c'est vrai qu'on a pris un retard considérable. Ce qui est paradoxal, c'est que aujourd'hui, on accuse souvent la France de surtransposition, mais là, en l'occurrence, c'est le texte européen qui est plus sévère vis-à-vis de l'autorisation de la réutilisation que ne l'est le texte français. Alors, pour un agriculteur, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'il faut avoir des terres agricoles qui soient à disposition et à proximité de la réutilisation des eaux usées traitées. Ça veut dire en périphérie de métropole. Le deuxième élément pour lequel le monde agricole est un peu frileux, c'est qu'il ne veut pas prendre la responsabilité en cas de question sanitaire de la responsabilité de la qualité de l'eau. Ensuite, le troisième élément, il y a un élément qui est fondamental, c'est le coût de l'eau.
Et on le sait, dans toutes les expériences qui sont faites, le coût de l'eau est beaucoup plus important en réutilisation des eaux usées traitées que de le prendre directement dans les sols. Et pour répondre à votre question, oui, je pense qu'il y a un grand enjeu. Et on a des exemples à l'étranger, je pense à la ville de Barcelone, qui a passé un pacte entre citoyens et agriculteurs pour prendre la responsabilité de la charge financière et répartir entre la société et le monde agricole avec une priorité sur l'eau potable. Pour terminer, je vais faire une métaphore. Je pense que le fossé qui se creuse aujourd'hui entre les villes et la campagne, les villes devraient le remplir d'eau en hiver pour le mettre à disposition du monde agricole en été. On reviendra sur ce point volontiers, mais merci Eric d'avoir mentionné ces combinaisons quand même. C'est complexe, hein. On voit que ça demande une mobilisation à la fois collective et en même temps de prendre le temps de bien faire les choses, hein. Je reviens sur ce sujet des temporalités que vous êtes plusieurs à mentionner. Thierry, vous vouliez réagir et j'ai une question aussi vers vous après. Juste une réaction, enfin un complément par rapport à la question qui était de dire finalement réutilisation des eaux usées traitées, quelle utilisation et quelle perspective. Juste pour mentionner que donc sur Montpellier, INRAE mène des essais de réhut depuis très longtemps et notamment avec des étudiants. Et ça sera un exercice qu'on pourrait faire ici en leur disant, première question, si on vous dit on va investir pour faire de l'irrigation de cultures maraîchères avec des eaux usées traitées, est-ce que vous êtes pour ou contre? En gros, 90% des gens disent ah oui, c'est super, c'est super. Deuxième question, maintenant on va vous vendre des salades issues de cette exploitation, est-ce que vous êtes prêt à l'acheter? Il y a déjà beaucoup moins d'adhésion et on a les mêmes réponses sur la viticulture, où là l'action directe de l'eau est un peu plus disjointe. Donc, quand on parle de co-construction, quand on parle d'évolution collective, certes les agriculteurs peuvent s'adapter, peuvent déployer de nouvelles techniques, mais si au bout de la chaîne, tout un chacun dans la salle ici a une vision de ce qu'il veut ou ne veut pas acheter ou consommer, et qu'elle n'évolue pas, ça va quand même nous poser de graves problèmes pour déployer à l'échelle ces solutions. C'est juste un retour d'expérience très ponctuel, mais je pense que si on faisait l'exercice ici, je ne suis pas sûr que 100% des gens diraient « j'achète les yeux fermés parce que c'est traité par Veolia, j'ai entièrement confiance ». Voilà, c'était juste pour dire que c'est pas... on peut proposer des solutions, mais il faut vraiment que tout le monde soit avec nous, et vous êtes bien placé pour en parler, et je pense que voilà, c'était juste un témoignage. Merci Thierry, je reviens vers vous, mais Paul-Antoine voulait réagir. 2 secondes, on a fait un sondage. Veolia fait régulièrement des sondages. Plus de 80, je crois que c'est 83% des Français ont dit qu'ils étaient OK pour consommer des fruits ou des légumes qui ont poussé avec de l'eau de Rihout. Alors l'eau de Rihout, elle est hyper traitée, il ne faut pas s'en douter. Et puis de toute façon, 100% des Français consomment déjà des légumes qui ont poussé avec de l'eau de Rihout. Il suffit que vous achetiez un avocat israélien, des salades espagnoles, donc ils ne le savent pas. Donc quand on leur demande 80%, donc il n'y a pas de problème. Juste sur le prix de l'eau, il y a un écart entre l'eau de la nappe qui vaut entre 10 et 20 centimes et l'eau de Rihout, c'est 1 euro. On a fait un autre sondage auprès du monde agricole. L'essentiel dit ne rien faire coûtera plus cher que de mener des actions. Donc à un moment, si la société civile n'est pas capable de prendre en charge une partie de ce delta, eh ben on aura un problème, ça coûtera plus de milliards. Donc c'est tous les débats qu'on va avoir, la contradiction qu'on aura dans notre plus 1, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut embarquer la population générale. Il y a un exemple très concret à Perpignan, lorsque Veolia a renouvelé le contrat de l'eau, le maire a dit « Moi, il me faut 600 000 m3 pour mes vignerons autour. » Ça coûte 1 euro par an par usager. Et en fait, c'est l'ensemble des consommateurs de l'eau potable de Perpignan qui contribuent à ce que le territoire reste vivant et ne se désertifie pas. Et puis, ces euros-là, hein, c'est des emplois. Hein. Donc le delta, c'est un emploi agricole direct, c'est combien d'emplois agricoles indirects, c'est combien d'industries agroalimentaires, c'est combien de... Donc le maire de Perpignan, il a bien compris ça. Il faut qu'on arrive à le faire à plus grande échelle. Et si je peux juste me permettre, Sébastien, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction sur externaliser les contraintes. C'est-à-dire que la question de l'eau, elle est incroyablement importante. Quand j'étais ministre, on avait lancé le Varenne de l'eau et du changement climatique. D'ailleurs, c'est un exemple qui m'avait beaucoup frappé. Quand je suis arrivé ministre, moi, donc je suis biaisé parce que je suis ingénieur des eaux et forêts, et j'avais demandé à mes équipes, mais combien au ministère? Il y a 30 000 personnes au ministère, 15 000 en administration, 15 000 sur l'enseignement agricole. Et donc sur les 15 000, je demandais, mais combien de personnes au ministère travaillent et sont des spécialistes de l'eau? Il y en avait 5.
Pourquoi ? Parce que toute la compétence de l'eau, mais je voyais mes collègues des eaux et forêts étaient tous partis au ministère de l'Environnement et pas du tout au ministère de l'Agriculture. Et donc on créait des clashs en plus, on était chacun dans des postures. Mais ce que je veux dire par l'externalisation des contraintes, c'est que en fait, on ne pourra pas faire d'agriculture sans eau, on doit avoir une gestion raisonnée de l'eau, mais ça passera forcément par une solution qui est d'abord de réduire nos propres consommations, y compris agricoles, la sobriété, mais après, soit par des eaux de réutilisation, soit par des eaux capturées. Mais à la fin des fins, il faut quand même, dans ce débat, mettre tous les sujets sur la table en disant la seule option qui n'est pas possible, c'est la solution d'impasse, parce que l'impasse, c'est importer de l'eau, importer parfois d'une eau très très mal gérée, au premier rang desquels l'Espagne. La gestion de l'eau en Espagne est cataclysmique, que ce soit sur le nitrate ou sur la ressource. Et donc, voilà, externaliser la contrainte, c'est vraiment toujours mettre toutes les options sur la table et se dire qu'elle est soit la meilleure, soit la moins mauvaise. Oui, juste Sébastien, si je peux me permettre. Allez-y. Moi, je suis en démocratie, la parole est libre. De rebondir sur les propos de Julien et d'abord de le remercier d'avoir initié le Varenne de l'eau, qui a été quelque chose de fondamentalement important pour nous parce que justement, ça a mis, ce que vous évoquiez, ça a mis en évidence les tensions qu'il peut y avoir entre le monde agricole, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Et nous, irrigants agriculteurs, on est rattachés au ministère de l'Environnement en tant qu'irrigants, mais on est agriculteurs. Et cette dissension, peut-être pas dissension, mais ce clivage qu'il y a eu a été mis en évidence et nous a permis de travailler ensemble et d'aller dans la même direction. Et ça a été fondamentalement important parce que l'environnement et l'agriculture doivent être travaillés dans la même direction et c'est exactement la thématique qu'on évoque aujourd'hui. L'eau, l'agriculture doivent avancer ensemble et ça, il y a eu un deuxième élément qui était fondamentalement important qui vient d'être apporté dans la loi, c'est de reconnaître l'agriculture comme un intérêt général majeur. Et c'est ça qui va permettre, notamment à l'eau, de pouvoir avancer sur la gestion hydrique. Merci Eric. Et je voudrais juste, Thierry, on parle là agriculture, économie, écologie, le rôle de la recherche, de l'innovation. Et c'est vrai qu'il y a un petit débat qui a flotté dans l'air ces derniers mois sur finalement, est-ce que la recherche se fait au service aussi des besoins des agriculteurs, mais allons plus loin, des entreprises, en fait de tous ces acteurs de terrain, des territoires, qui sont déjà dans le concret de cette transition pratiquée. Comment vous combinez aujourd'hui à l'INRAE vos travaux avec en fait la réalité terrain et économique ? Alors effectivement, quand on dit ça a été évoqué, ça a même été évoqué de manière assez, on va dire, très démonstrative. Je pense à un mur de parpaing qui s'est dressé au 147 rue de l'Université, par exemple. Donc je pense que ça part peut-être d'une mauvaise information, aussi de notre part, d'une mauvaise communication sur ce que l'on fait. Et j'invite tous les gens qui sont ici à aller nous voir. On est juste de l'autre côté, le stand INRAE, où effectivement... INRAE est un organisme de recherche donc, qui produit de la connaissance, mais cette connaissance, elle n'est pas là pour être sur étagère, elle est là pour être actionnée et transformée en actions concrètes, en solutions, et ce n'est pas uniquement un mantra de com', c'est effectivement soit directement par nos activités de terrain, puisque nous sommes ancrés dans les territoires. Je rappelle que INRAE, c'est 18 centres régionaux qui travaillent avec l'ensemble des filières agricoles, forestières, qui étaient évoquées tout à l'heure, mais aussi d'autres domaines. C'est le fait que nous travaillons de façon très étroite avec tous les instituts techniques et nos collègues de l'ACTA, hasard du salon, sont juste à côté de nous et donc on travaille vraiment main dans la main avec l'ACTA et les instituts techniques via notamment des réseaux mixtes technologiques que le ministère de l'Agriculture soutient, des unités mixtes où on colocalise des chercheurs d'INRAE, des ingénieurs d'INRAE avec des ingénieurs des instituts techniques. Et puis c'est aussi, et ça a été évoqué via les exemples de territoires, des travaux menés dans les territoires avec les acteurs des territoires. Alors, il y a un projet qui s'appelle TETRAE, c'est un cofinancement entre INRAE et 9 régions de France d'actions concrètes dans les territoires de transition de l'agriculture, où la question de l'eau est très prégnante. On travaille beaucoup en Occitanie, ça n'étonnera personne, en Nouvelle-Aquitaine, en région PACA, sur ces questions. Donc on est au quotidien dans, je dirais, des actions engagées, co-construites avec les acteurs. Alors effectivement, peut-être qu'on n'en parle pas assez. Peut-être qu'on nous voit comme isolés dans, c'est dit parfois, une tour d'ivoire des chercheurs en blouse blanche.
Je peux vous dire que pour être dans la maison INRAE depuis maintenant une vingtaine d'années, 25 ans même, on est vraiment au contact du monde agricole, on est au contact des citoyens et on développe aussi des outils. Tout à l'heure, Nathalie évoquait des jeux. Ça paraît comme ça un peu bête. Ah, ils développent des jeux, INRAE, ils s'amusent. Non, les jeux sérieux, les jeux d'intermédiation permettent de se mettre dans la peau de l'autre. On est un élu, on devient un agriculteur qui peut être élu, mais pas forcément. On est un citoyen engagé dans les problématiques de l'environnement. On se met dans la peau de l'agriculteur. Et là, ça change complètement la vision. Tout ça, c'est des outils que notamment INRAE développe et des méthodes d'intermédiation qu'on développe. Et si je peux juste me permettre, parce que j'ai été ministre de tutelle de l'INRAE, je voudrais vraiment donner mon plein soutien à ce que vient de dire Thierry. Aujourd'hui, il faut faire très attention à la folie dans laquelle on tombe, qui est de toujours remettre en cause la science et la raison. Et c'est pas, et j'insiste aussi dessus, c'est pas parce que vous avez dans un institut un ou des chercheurs qui prennent des positions dans le cadre de leurs travaux de recherche, que ça en devient soit la position de l'Institut, soit la position des politiques publiques. Et s'il y a des amalgames qui sont faits ainsi, c'est désastreux parce que ça veut dire qu'il n'y a même plus de liberté de pensée putative. Et je terminerai juste sur la question de l'eau. On voit à quel point la raison est manquante dans la gestion de l'eau. L'INRAE, j'ai insisté à la conclusion, il y a 2 jours, a fait 2h30 d'une table ronde passionnante sur la gestion de l'eau. Toutes les personnes, par exemple, qui vous disent « je suis pro-bassine » ou « contre-bassine », quand quelqu'un vient vous voir en disant « je suis pro-bassine, contre-bassine », dites-vous « il a tort ». En fait, c'est impossible de dire « je suis pro-bassine » ou « contre-bassine ». Ça dépend du sol. Ça dépend de l'hydrogéologie du sol. Quand vous avez un sol gorgé d'eau, la nappe remplie et de l'eau qui ruisselle, de l'eau qui finit à la mer, eh bien cette eau-là, c'est très bien de la capter. Et c'est très bien pour l'agriculture, et pour l'environnement parce qu'on remontera le niveau d'étiage de la rivière à l'été. A l'inverse, une nappe phréatique qui est en souffrance, un sol qui est en souffrance, eh bien là, il serait folie de faire la retenue. Et ça, c'est juste une vision scientifique, raisonnée qu'il faut entendre. Donc voilà, je voulais juste apporter mon soutien. Merci Julien. Paul-Antoine. Juste un petit complément. Pour nous, et c'est pas un gros mot, l'INRA, l'ACTA, Biosphère, c'est une caution scientifique. Pour revenir au plus 1, ces gens-là font partie du collectif d'intelligence parce qu'ils apportent à la fois une caution scientifique et l'objectif du plus 1, c'est aussi de débattre des notions de bénéfice-risque. Et donc s'il n'y a pas de scientifique, eh ben, on va parler que des risques et on va scléroser. Alors on ne va pas prendre la conclusion de la réunion d'hier soir, mais voilà, c'est important. Une autre petite précision, on a beaucoup parlé des sols, on a beaucoup parlé de l'eau. Un des 3e axes sur lesquels Veolia travaille, c'est l'énergie. Et l'enjeu de l'agriculture française de demain, c'est de produire beaucoup plus de biomasse, à la fois pour l'alimentation, mais aussi pour produire des cultures énergétiques intermédiaires, pour produire du gaz vert. On importe 80% de nos engrais, on importe 80% de notre gaz. Et donc, un des enjeux de Veolia, c'est aussi de contribuer, grâce à des bons sols, grâce à de l'eau, à l'accélération de la production de gaz vert. Donc on a quand même une mission... on n'est pas une entreprise à mission, mais le plus 1, c'est une entreprise à mission en tout cas. Merci Paul-Antoine. On va revenir justement sur ce déploiement du plus 1 pour la conclusion. Je voudrais juste poser une dernière question à Nathalie parce que on a parlé du prix. En gros là, si je résume, ce que tout le monde nous dit, c'est cette transformation écologique, cette accélération des innovations de terrain, cette recherche actionnée, etc. En fait, elle ne va pas se faire sans les agriculteurs. Bon. Est-ce qu'elle peut se faire sans les consommateurs ? Et dit autrement, est-ce que les consommateurs, aujourd'hui en France, ne sont quand même pas un peu interpellés sur ce rapport à l'écologie, le coût, les changements, le rapport à l'adaptation d'un monde différent ? Parce qu'on a un peu le sentiment que depuis 10-15 ans, le diagnostic, les enjeux sont un peu connus, mais qu'en fait, on a un monde agricole qui change des pratiques et des consommateurs qui passent beaucoup de temps à commenter le manque d'accélération du monde agricole. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour réconcilier tout le monde ? Alors déjà, on ne réconcilie pas que le monde agricole et les consommateurs. Pour moi, c'est l'affaire de tous. L'État, bien parler dans le micro, Nathalie, parce que je sens que le volume sonore du salon augmente. Voilà, l'État a son rôle à jouer, les entreprises ont leur rôle à jouer en proposant des offres en agroalimentaire que les consommateurs puissent trouver. Évidemment, les collectivités locales et les consommateurs en tant que citoyens, en tant que conso-acteurs. Donc clairement... je crois que le consommateur doit être acculturé. On a parlé d'interministériel tout à l'heure. Il ne suffit pas de mettre l'agriculture et l'environnement autour de la table. Il faut mettre aussi Bercy pour que justement le sujet environnemental
ne soient pas bloqués, mais aussi le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Emploi, pour que dès les formations initiales, on ait des consommateurs et pas des consommateurs. Les sciences naturelles étaient, je me tourne vers l'INRAE, une science obligatoire qui n'est plus obligatoire depuis plusieurs années. On perd totalement ce rapport à la nature, alors que voilà, on pousse des politiques environnementales. Donc sans sensibilisation et sans prise en compte de ces sujets très tôt et sans offre comme le bio, etc., on n'arrivera pas à faire progresser les consommateurs. Merci Nathalie. On continue un peu sur ce déploiement avant que Paul-Antoine nous explique, pour finir la table ronde, concrètement comment cette démarche plus 1 va se mettre en mouvement. Et Eric, ça suscite quoi pour vous, en fait, cette démarche que Veolia met en musique, et un peu cette explication aussi qui nous est faite depuis tout à l'heure sur en fait, c'est très complexe, on a besoin de combiner, on voit que c'est eau et sol, etc. Les consommateurs, les producteurs, les villes, les campagnes, les expériences d'ailleurs, parce qu'on peut peut-être apprendre beaucoup de choses de l'extérieur aussi. Et pourtant, on parle de souveraineté et on entend de plus en plus des gens parler de solutions locales. Comment vous regardez ces paradoxes ? Alors en fait, on regarde aussi l'étranger, parce que je suis vice-président des irrigants européens, et on se compare, parce que ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que la France est le 2e pays au niveau de l'abondance en eau. Alors je vais faire juste une petite remarque à Julien. On a des problèmes de sémantique, et le terme de bassine, je dois avouer qu'on est assez allergique, parce que c'est un terme qui est systématiquement repris et qui est utilisé par nos détracteurs, ceux qui y sont opposés. Mais c'est surtout la bassine, c'est quand vous allez très mal à l'hôpital. Donc parlons plutôt de retenue. Oui, je préfère le terme de retenue. Alors, je vais faire un petit parallèle pour répondre à votre question. Vous savez que dans certains pays, on parle de barrage, hein. Oui, alors justement, je vais faire un petit parallèle avec les autres pays, parce que le premier pays au niveau de l'abondance en eau, c'est la Norvège au niveau européen. Et les pays d'Europe du Nord, on le sait peu, mais stockent de l'eau. Et eux, ils ont fait un grand projet de développement du stockage, ils appellent ça les mares. Alors dès qu'on parle de mares, on voit quelque chose de bucolique, on imagine les canards qui se posent dessus, l'environnement derrière. Les Italiens, ils sont sur des projets qu'ils appellent des projets petits étangs. Et nous, on appelle ça des méga-bassines. Vous avez déjà l'image de ce qu'on veut en faire en France. Mais je voulais revenir sur le projet des petits étangs italiens. On l'a évoqué, on a des enjeux majeurs. Répondre à notre souveraineté alimentaire, répondre à notre souveraineté énergétique et préserver notre environnement. C'est 3 axes qui sont essentiels et où le monde agricole a un rôle majeur à jouer. Et les Espagnols ont lancé des projets, je pense, sur lesquels on doit réfléchir, et on réfléchit d'ailleurs pour avancer. À chaque fois que sur une exploitation agricole, vous avez de l'irrigation, vous avez du transfert d'eau. Aujourd'hui, il y a de la micro-hydroélectricité qui existe, qui permet de fournir de l'énergie. Sur des projets de stockage d'eau, on peut très facilement adapter des panneaux photovoltaïques, et ils ont une meilleure résilience d'ailleurs quand ils sont sur l'eau, parce qu'ils sont mieux refroidis et ils apportent beaucoup plus. Réfléchissons, comme ils le font, à des projets qui vont permettre d'avoir du stockage de l'eau pour le monde agricole, qui va réalimenter des zones humides, qui vont revenir alimenter des cours d'eau et des nappes souterraines. On va produire de l'énergie dans ces transferts d'eau. On alimente de l'eau quand elle est en trop, on alimente le milieu, et l'équilibre sera inverse en période hivernale. On a de l'eau pour le monde agricole, on fournit de l'énergie, on respecte l'environnement. Je crois voilà une des réponses essentielles que le monde agricole doit se fixer comme objectif. Sébastien, si je peux juste... Oui, ben justement, merci Eric, et j'allais me tourner vers vous, Julien, à la fois en réaction, et puis votre avis un peu sur ce que lance Veolia. Et puis, évidemment, on ne peut pas ne pas vous poser la question du contexte politique, c'est-à-dire, est-ce qu'en fait, on arrive en France à prioriser un peu certains sujets stratégiques et aussi s'inspirer d'expériences d'ailleurs, ou ce que font des grands acteurs qui ne sont pas forcément connus dans leur activité agricole, mais qui aujourd'hui sont en capacité de jouer un rôle de levier, d'accélérateur et de porteur de solutions. Pour partir du dernier point, oui, après, pas forcément assez, et
Et parfois, moi c'est toujours quelque chose qui m'exaspère. On parle très très souvent de l'agriculture et de tous les enjeux dans le débat politique et public au moment du salon de l'agriculture, et après on oublie beaucoup d'en parler, ou sinon c'est pas mal de postures. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, il y en a plein qui sont dans une vraie sincérité, qui se battent, etc. Et il y a plein de solutions. Enfin, moi, je me souviens de la ferme digitale à son tout début. Je veux dire, c'était pas du tout comme ça. Je salue toutes les équipes. Il y avait Jérôme Leroy et Justine tout à l'heure. Enfin, je veux dire, on est là, et maintenant, il y a en plus les grands groupes comme Veolia, et c'est super. Il y a même des financiers qui sont là et qui viennent soutenir. Donc, oui, et je suis optimiste, et il faut continuer. Mais surtout, je pense que c'est une nécessité absolue, et je reviens au point juste d'avant de Sébastien, qui interroge sur la géopolitique et les relations internationales. Alors, je conseille vivement la lecture du dernier ouvrage de Sébastien, Russie-Ukraine, la guerre hybride, et on voit à quel point aujourd'hui l'alimentation dans sa globalité, la production, est devenue un enjeu de souveraineté, mais un enjeu clé de géopolitique, parce que les Russes ne pratiquent ni plus ni moins que la guerre alimentaire, qui est d'ailleurs un concept qui n'a pas été inventé par les Russes, ça a été inventé par les États-Unis d'Amérique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en se disant la plus grande des servitudes, c'est la servitude alimentaire. Et donc il nous faut absolument sortir de cela et se battre contre ou entrer dans ce conflit de guerre alimentaire. Et ça me permet d'arriver sur la question que tu poses vis-à-vis de Veolia. Paul-Antoine le sait, moi je soutiens, et vraiment je dis bravo à quatre mains de cette initiative, et avec des points, je pense, de positionnement également. On a eu le débat avec Paul-Antoine. Je suis persuadé que la prochaine crise de souveraineté, ça va être une crise de matière organique. Parce que la matière organique, c'est le fondement de l'agriculture, mais c'est de plus en plus utilisé dans l'énergie et de plus en plus utilisé dans l'industrie. Et vous verrez, vous y repenserez, dans quelques années, on aura des plans tout azimut sur la souveraineté de matière organique. Et d'ailleurs, c'est le débat, y compris sémantique. Veolia gère l'eau, Veolia gère l'énergie, et je pense que Veolia, demain, doit être au service des agricultures, mais en fait, avec cette nouvelle élément, ce nouvel élément qui est la matière organique, et le service des agriculteurs, enfin au service des agricultures pour la souveraineté de matière organique, je pense que ça va devenir clé pour un acteur comme vous chez Veolia, et bravo de l'initiative. Merci Julien et Paul-Antoine. Donc pour conclure, et vraiment la question maintenant que tout le monde se pose, c'est: vous mettez qui autour de la table là, pour Veolia Plus 1, et c'est quoi les prochaines étapes? Alors déjà, merci Julien pour la pression que tu mets sur la responsabilité que je porte. Rassure-toi, je l'avais déjà, mais je me sens encore plus motivé, et je pense que toutes les équipes qui sont là sont embarquées. Rassure-toi, Jean-François, t'inquiète pas, on va y arriver. Mais c'est une vraie responsabilité. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu lancer ce Plus 1, parce qu'on s'est dit, bon, ça fait 50 ans qu'on fait des trucs, allez, on va aller au salon. Puis on va faire un Plus 1, on va faire un truc sur l'eau usée, etc. Et donc il est temps que les gens sachent ce que Veolia fait. Bon, très bien. Maintenant parlons du Plus 1. C'est de l'intelligence collective. Alors ça fait un peu peur ce mot-là, mais en tout cas on réunit 6 groupes: les salariés de Veolia, parce qu'il faut les embarquer tous, les financeurs. Donc les financeurs, c'est des fonds, c'est des banquiers, c'est des actionnaires de Veolia, parce qu'il faut aussi qu'ils soient d'accord avec ça. C'est le monde agricole dans le cas présent, à travers des coopératives, à travers des agriculteurs, à travers l'ANIA, les industries agroalimentaires, les collectivités, enfin, tout ce qui crée l'ensemble de l'écosystème, les parties prenantes. C'est les centres de recherche, c'est les associations, c'est les ONG, enfin, c'est tout ce qui crée la société avec un grand S. Hein. Nous sommes Veolia une société, mais tous ensemble on est une société. Et donc on va tous réfléchir, on ne va pas forcément être d'accord au départ, on va d'abord s'écouter, comprendre, voir s'il y a des non négociables, voir s'il y a des vétos. Je ne pense pas qu'il y en a. Après, on va prioriser, c'est la deuxième étape. Donc on fait 3 demi-journées. Hein. La première, c'est on écoute. La deuxième, on priorise. Et puis la troisième, ça n'a pas de sens si on ne s'engage pas. Donc collectivement, on va s'engager. Il y aura des gens des ministères, ils ne peuvent pas prendre d'engagement dans le ministère. Mais, parce que j'ai eu un débat avant-hier avec quelqu'un du ministère qui va participer au Plus 1, il me dit mais je ne peux pas m'engager. Mais non, ce n'est pas un engagement du ministère, c'est un engagement collectif. Le terme Plus 1, ça veut dire plus parce qu'on réunit toutes les parties prenantes, et 1 parce qu'à la fin, l'ensemble des parties prenantes va pouvoir prendre des décisions, faire des livrables. Est-ce que ce sera un livre blanc? Est-ce que ce sera des essais dans les champs? Est-ce que ce sera un groupe de travail qui se réunira tous les 3 mois pour définir?
On m'a posé une question, on me dit mais votre plus 1 là c'est pour 2030, c'est pour 2050. Je dis on verra ensemble. Mais en fait on va se définir un calendrier d'action pour soutenir l'agriculture et au final pour rendre service à la société. Hein. Et j'espère à notre économie. J'espère à notre économie parce que moi il y a un chiffre qui me désole, c'est la balance commerciale agricole française qui se dégrade. Et à un moment, si Veolia peut contribuer au redressement de cette courbe, non d'une pipe, j'aurais bien fait mon boulot. Merci Paul-Antoine. Je crois qu'on peut remercier nos intervenants. Merci pour votre présence à ce débat. Vous aurez compris, pour résumer, il y a un livre à lire, c'est Le Chant du sol. Et dans un an, vous aurez un livre de Veolia sur le champ de l'engagement au service d'une agriculture durable et performante. Merci. Sur l'engagement du champ.